Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi, le 23 avril 2024 et nous sommes rendus à l'épisode 211 du podcast. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, premièrement, je vais vous parler de l'augmentation de la taxation sur le gain en capital. Donc, on a connu cette mesure-là suite au dévoilement du budget fédéral de 2024-2025. Et conjointement à ça, je vais aussi vous parler de l'économie canadienne, mais en fait plus particulièrement du marché de l'emploi, le marché du travail, qui est en moins bonne santé que les données le laissent transparaître. Et finalement, je vais aussi vous parler de la saison des résultats financiers, donc la earnings season du côté des grandes entreprises américaines. Et en même temps, je vais vous parler des actions à surveiller dans les prochaines semaines, justement, suite à l'annonce de leurs résultats. Donc, on va commencer tout de suite avec le dévoilement du budget fédéral de 2024-2025 qui était la semaine dernière. Et c'est là qu'on a appris que le Canada, premièrement, devrait afficher un déficit d'environ 40 milliards de dollars pour l'année en cours et également que les dépenses gouvernementales devraient augmenter de 8% par rapport à l'année passée. Par contre, c'est pas ça qui a attiré l'attention du public, c'est davantage l'annonce de la modification de l'imposition sur les gains en capital. D'ailleurs, j'ai reçu une couple de questions à ce sujet-là, donc je vais essayer de couvrir sommairement c'est quoi les implications que cela a pour les investisseurs. Donc, tout d'abord, il faut savoir que l'augmentation du taux d'inclusion, ça concerne la portion du gain en capital qui dépasse 250 000 $. Donc, en fait, le taux de taxation va passer de 50 à 66% pour la portion au-dessus de 250 000 $. Donc, pour le montant excédentaire, au lieu d'être imposé sur la moitié du gain en capital, ben, tu vas être imposé sur le 2/3. Et le gouvernement du Canada, il a justifié cette mesure-là en disant que ce sont les riches qui allaient payer plus d'impôts sur le gain en capital. Donc, ceux-là qui ont beaucoup d'argent sont capables d'investir, ils font des gains en capital. Et donc, c'est les riches qui vont subir cette augmentation-là. Par contre, leur définition de riche, pour moi, ça me semble un peu erroné, dans le sens que si une personne réalise une fois un gain en capital qui dépasse 250 000, après avoir investi toute sa vie pour sa retraite, selon moi, cette personne-là, c'est pas un riche. Il faut savoir que pour bien du monde, leur fonds de pension, c'est leur investissement immobilier, que ce soit avec un plex ou avec un chalet qui est dans le nord. Grosso modo, on pourrait même prendre l'exemple d'un monsieur qui a acheté un triplex il y a 20 ans et pour lui, c'est en vendant le bâtiment qu'il va obtenir des liquidités pour sa retraite. Et c'est sûr qu'à la vente, ça fait 10 ans qu'il est propriétaire de ça, il va certainement faire un gain en capital qui va excéder 250 000 $. Et là, avec la nouvelle mesure, il va devoir payer plus d'impôts. La question, c'est est-ce que ce monsieur-là est vraiment riche? Parce que, comme je vous dis, une fois dans sa vie, il a revendu un actif puis qu'il a généré un profit qui excède 250 000 $. Je ne suis pas convaincu. En fait, je pense plutôt que ça va venir pénaliser des gens de la classe moyenne qui ont investi dans toute leur vie dans l'immobilier pour leur retraite. Donc, à mon avis, ça reste une mesure fiscale qui va affecter des ménages à revenus modestes, beaucoup plus que ce que le gouvernement laisse transparaître. Mais je tiens quand même à préciser que cette mesure-là, elle ne s'applique pas aux ventes d'actions ou de fonds négociés en bourse ou de fonds mutuels, des ventes qui sont faites à l'intérieur des comptes enregistrés comme le CELI. Et ça n'affecte pas non plus le gain en capital lors de la vente de votre résidence principale. T'sais, même si votre gain dépasse 250 000, si c'est dans un compte enregistré ou si c'est votre maison, votre résidence principale, cette mesure-là
ne vous touche pas parce qu'en fait, la mesure n'enlève pas les avantages fiscaux qui étaient déjà en place. Là, en fait, l'augmentation du taux d'inclusion à 66% touche les comptes qui sont non enregistrés, que ce soit au personnel ou dans une entreprise. Ça touche les Plex et, comme je l'ai déjà dit, ça touche les résidences secondaires du style chalet. Et pour ma part, c'est sûr que je vais être affecté par cette mesure-là, dans le sens que, quelque part dans le temps, je vais devoir payer de l'impôt sur mon gain capital lorsque je vais vendre les actions qui sont détenues par ma compagnie, par la firme Traders 360. Par contre, comme je l'ai déjà dit, pour ce qui est des placements personnels, ce qui est dans mon CELI, ce qui est dans mon REER, ben comme pour vous autres, ça ne change rien. Mais tu sais, comme vous pouvez vous en douter, c'est pas dans mon CELI ou dans mes comptes enregistrés que se trouve la majorité de mes actifs. Tu sais, du fait qu'il y a un plafond de cotisation qui vient limiter justement ce que tu peux mettre à l'intérieur d'un compte enregistré, ben, d'une part, et d'autre part, moi, tant qu'à ouvrir un compte non enregistré au personnel, que je vais devoir me verser soit des dividendes ou un salaire pour investir là-dedans, mais tant qu'à ça, je vais garder les fonds à l'intérieur de ma compagnie incorporée pour soit l'investir à long terme ou pour générer des revenus avec des transactions de trading. Donc, ça résume pas mal l'implication de la hausse de l'imposition sur le gain capital. Et pour conclure sur le sujet, il faut comprendre le raisonnement derrière cette augmentation-là, c'est-à-dire l'augmentation de la taxation sur les gains capital. C'est une mesure gouvernementale pour aller chercher plus d'argent. Tu sais, à l'épisode 206, si je ne me trompe pas, il y a environ un mois, je parlais du budget 2024 pour le gouvernement du Québec, et eux autres, ils coupaient dans des subventions, dans des crédits d'impôt, ils allaient chercher plus de revenus avec les taxes sur les véhicules, lors de la vente de véhicules d'occasion entre particuliers, mais grosso modo, eux autres, ils diminuaient les dépenses pour réduire le déficit budgétaire. Du côté du gouvernement du Canada, eux autres, ils ont le même objectif, c'est-à-dire réduire le déficit budgétaire, sauf qu'au lieu de couper sur les dépenses, ils ont décidé d'aller chercher plus de revenus et c'est pour cette raison-là qu'ils ont augmenté l'imposition sur les gains capital. T'sais, en faisant ça, ils estiment qu'ils vont être en mesure d'aller ramasser un peu plus de 19 milliards de dollars supplémentaires sur une période de 5 ans. Donc, c'est quand même considérable. Et à noter que le gouvernement du Québec il a également annoncé qu'il adoptait la même mesure concernant la taxation des gains capital. Donc, ça va être la même chose à l'intérieur de la province. Donc, ça résume pas mal la modification par rapport au taux d'inclusion qui est passé de 50% à 66% pour les gains capital qui excèdent 250 000 $. Maintenant, je vais vous parler rapidement du prix de l'essence qui a monté dans les stations-service au Québec. Moi, ça doit faire une couple de mois que j'en parle dans le podcast, dans le sens que je parle de la remontée du baril de pétrole brut, je parle du secteur de l'énergie qui est en essor, et comme vous pouvez vous en douter, ben, de mon côté, je suis zéro surpris par l'augmentation du gaz. C'était pas mal inévitable compte tenu du fait que c'est directement lié au baril de pétrole. Et en fait, ce qui m'a le plus surpris, c'est à quel point la population en général l'a comme pas vu venir, puis que là, tout d'un coup, tout le monde capote là-dessus. C'est sans farce, j'ai vu des articles dans le Journal de Montréal qui parlent des Québécois qui sont choqués du prix de l'essence. Et en fait, ça a confirmé ma perception vis-à-vis la santé financière de la plupart des ménages au Québec. Et c'est pas compliqué, le monde ont de la misère à se payer du gaz à 1,90$ le litre. Ils ont de la misère à faire leur épicerie sans magasiner les rabais chez Super C ou chez Maxi. Tu sais, c'est triste, mais c'est le reflet d'une économie qui subit les contre-coups d'une forte inflation. Les gens ressentent concrètement la perte de leur pouvoir d'achat, c'est-à-dire que leur paye n'a pas suivi la croissance des prix depuis les 3 dernières années et ça a une incidence directe sur leur budget et sur leur qualité de vie. Et aujourd'hui,
ben on parle du prix de l'essence parce que c'est ça qui a monté le plus, c'est ça qui a le plus choqué. Mais quelques semaines avant, on parlait du monde qui font eux-mêmes leurs propres produits ménagers. Avant, c'était les applications pour les rabais dans les épiceries. Et c'est pas juste ça. Si on observe ça, même on prend un peu de recul, on peut remarquer qu'il y a toujours des employés en grève, il y a toujours des syndicats en négociation avec leur employeur. Présentement, ben, c'est les employés de la SAQ qui sont en grève, mais il y a aussi des négociations chez Airbus, il y en a au port de Montréal. En gros, c'est pas compliqué, la situation globale, c'est que les travailleurs ont perdu énormément de pouvoir d'achat au cours des dernières années. Leur convention collective n'est plus à jour. Et là, les travailleurs, ils veulent des augmentations parce que, comme je vous dis, leur salaire ne suffit plus pour maintenir leur rythme de vie. Et encore une fois, c'est une conséquence de la perte du pouvoir d'achat due à l'inflation. Et pour moi, tout ça, c'est clairement des signes que on est déjà présentement dans l'équivalent d'une récession au Québec. T'sais, les économistes nous disent que non, parce que le taux de chômage est encore trop faible. On parle de 6,1% au Canada et de 5% au Québec. Mais tant qu'à moi, les chiffres du marché du travail, ils sont un peu biaisés. Il faut savoir que la majorité des nouveaux emplois, toute la création de nouveaux emplois, ce sont principalement faites dans le secteur public. Autrement dit, ce sont des jobs qui sont payés par le gouvernement et c'est malheureux, mais c'est le secteur privé qui fait tourner l'économie. Dans le sens que les employés au public sont super importants, là, sont essentiels au bon fonctionnement de la société, que ce soit dans le secteur de la santé, de l'éducation ou autre, mais leur emploi en tant que tel n'amène pas de productivité au sens économique. Et il faut se rappeler que pour payer tous les fonctionnaires, les infirmières, les enseignants, il faut que l'État collecte des impôts et des taxes. C'est le même qui ramasse du fric, puis après ça, il redistribue ça dans ses services publics. Sauf que là, pour faire ça, il faut collecter des impôts sur des salaires d'employés, il faut collecter des impôts sur des profits, il faut collecter des taxes de vente sur des produits et services. Et dans tous les cas, ça prend des travailleurs autonomes et ça prend des entreprises qui produisent des choses, des biens et services pour financer en partie les dépenses du public. D'ailleurs, si on regarde au niveau des données, depuis 2019, le nombre de travailleurs autonomes affiche une forte décroissance, donc de moins en moins de personnes qui travaillent à leur compte. Et à partir de 2020, la croissance du nombre d'emplois dans le secteur public, ça surpasse largement celle du privé. Là. Surtout dernièrement, il y a vraiment une stagnation du côté privé versus le secteur public continue de grimper. Et financièrement, on ne peut pas survivre sans une saine croissance du marché du travail dans le secteur privé. Et c'est ce qui me donne un peu le sentiment que l'économie canadienne est maintenue sur le respirateur avec une immigration record. On fait rentrer du monde, fait qu'on essaie que plus de monde, plus ça dépense, plus on essaie de artificiellement stimuler l'économie de cette manière-là. Et il y a aussi, de l'autre côté, des dépenses gouvernementales exorbitantes. Là-dedans, évidemment, il y a des emplois, mais il y a énormément d'autres dépenses. Entre autres, je vais en parler un peu plus tard, les frais d'intérêt pour la dette publique. Et en attendant, l'État continue de s'endetter parce qu'il n'a pas les moyens de payer tout ça. Donc, il continue de creuser son déficit. Et au final, ça ne règle pas le vrai problème sous-jacent, c'est-à-dire l'inflation. Et l'autre chose qu'il faut savoir, c'est justement par rapport à la dette publique, c'est que le gouvernement, il verse des intérêts là-dessus, là, comme n'importe quel emprunt, comme n'importe quelle dette, il y a des intérêts qui sont liés à ça. Et dans le budget fédéral de 2024-2025, on prévoit déjà payer 54 milliards de dollars en intérêts juste cette année. Là. Dites-vous que ça représente un peu plus que 10% des revenus de l'État et il y a donc 10% des revenus qui servent uniquement à payer des intérêts. Autrement dit, on prend 10 cents pour chaque dollar collecté et ça s'en va direct dans les frais d'intérêt
de la dette publique. Donc, en partant, ben, tu retires 10% de l'argent pour financer toutes les autres dépenses qui sont liées aux services publics dans le pays. Et c'est pour ça que, présentement, on peut voir autant du côté provincial que fédéral, le gouvernement n'a pas le choix de changer ses politiques fiscales. Tu sais, la Banque du Canada, c'est une politique monétaire, donc elle peut jouer sur les taux d'intérêt, le taux directeur, et c'est comme ça qu'elle va contrôler, du moins tenter de contrôler l'économie. Du côté du gouvernement, c'est avec les politiques fiscales. Et en fait, l'augmentation du taux d'inclusion pour le gain en capital, c'était le move le plus facile qu'il pouvait faire dans le contexte actuel. Surtout que, comme je vous dis, du point de vue politique, il pouvait dire que ça touche seulement les riches de toute façon, donc la classe moyenne se sentait pas trop visée par ça. Mais sinon, pour augmenter les revenus, ils n'ont pas 50 000 manières, dans le sens que, autrement, il aurait fallu qu'ils montent les taux d'imposition, soit pour les entreprises, soit pour les particuliers, ou sinon, c'était de venir jouer sur la taxe de vente. Mais imaginez-vous annoncer ça dans l'environnement économique actuel. Disons que ça aurait été très difficile de faire avaler la pilule. Donc, déjà, au niveau provincial, on fait des petits ajustements. Par exemple, j'en parlais précédemment, il y a le retrait progressif des subventions pour les voitures électriques. On élimine certains crédits d'impôt pour les entreprises et on ajuste En fait, on joue avec la taxation au juste prix pour la vente de véhicules d'occasion entre particuliers. Dans le fond, ils ont juste... Avant, il y avait un livre pour définir la valeur juste des véhicules qui étaient âgés de moins de 10 ans. Maintenant, ça va jusqu'à 14 ans. Mais bref, tout ça, c'est des indicateurs comme de quoi que le déficit budgétaire devient réellement problématique et que là, le gouvernement, il essaie de trouver de l'argent, finalement, pour arriver à acquitter toutes leurs factures. Et pour conclure là-dessus, je tiens quand même à préciser que malheureusement, ça tombe un peu sur le volet politique. Et comme je l'ai déjà dit dans le passé, je suis pas un fan de la politique. C'est pas un domaine qui m'excite, c'est pas un domaine que je maîtrise non plus. Et je suis pas plus en faveur du Parti libéral ou du Parti conservateur ou n'importe quel autre parti. Au fait, moi, si j'aborde le sujet des finances publiques, c'est parce que ça nous touche tout le monde. T'sais, en tant que contribuable, on paye tous des impôts, on paye toutes des taxes. Je veux dire, par année, je sais pas, moi, je dois payer plus que 150 000 en impôts personnels et entreprises, et je facture des produits et des services. Puis quand je facture ça, ben j'ajoute de la TPS puis de la TVQ. Là. Fait que ces taxes-là n'existeraient même pas si je n'étais pas en affaires. Donc moi, vous, tout le monde, on contribue collectivement à différents niveaux aux finances de l'État. Bref, pour moi, c'est important de partager mon opinion vis-à-vis la gestion des finances du gouvernement. Et encore là, c'est sans favoriser un parti politique ou un autre. L'idée, en fait, c'est de conscientiser le monde, de juste savoir qu'il y a des impacts économiques à vivre dans un déficit budgétaire et que la dette publique qui est en train d'exploser, ça amène d'autres conséquences. Et c'est juste de comprendre que l'inflation, ça ne sort pas de nulle part, c'est pas les entreprises qui créent ça non plus. L'inflation découle principalement d'une explosion de la masse monétaire, donc il y a énormément de dollars, il y en a de plus en plus, ça a été imprimé, et à ce moment-là, chaque dollar vaut moins, c'est juste normal, c'est dilué, et à ce moment-là, ben, la répercussion de ça, c'est que si chaque dollar vaut moins, les prix des biens et services vont augmenter. Ça te prend plus de dollars pour acheter la même chose. Et à ce moment-là, tout le monde subit les effets nocifs de l'inflation. Notre épargne perd de la valeur. Notre salaire nous permet d'acheter moins de choses, etc. Donc, c'est pour ça que j'aborde ce sujet-là, davantage que pour critiquer le gouvernement ou les partis politiques en place. Et pour terminer l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous parler des résultats financiers importants qui vont être dévoilés au cours des prochains jours et des prochaines semaines. En fait, présentement, on est dans la earning season du mois d'avril. Et pour ceux qui ne le savent pas, sur les marchés boursiers, à chaque 3 mois, il y a ce qu'on appelle une saison des résultats financiers. Et ça s'appelle de même du fait que durant quelques semaines d'affilée, il y a un grand nombre d'entreprises cotées en bourse qui vont annoncer
leurs résultats trimestriels, donc leurs résultats financiers des 3 derniers mois. Et ça fait en sorte que durant cette période de temps-là, il y a beaucoup d'investisseurs qui sont aux aguets et qui attendent de voir les earnings des compagnies US. Question de savoir si ils conservent leur action, est-ce qu'ils s'en débarrassent ou est-ce qu'ils en rachètent plus? Et de mon côté, c'est sûr que j'ai pas le choix, j'analyse tous les résultats financiers des entreprises dans lesquelles je suis actionnaire. T'sais, je veux évaluer la croissance ou la décroissance de leurs chiffres d'un trimestre à l'autre ou par rapport à l'année d'avant. Je vais aussi regarder au niveau de leur marge bénéficiaire. Est-ce que c'est aussi profitable? Est-ce qu'il y a des augmentations au niveau des coûts? Est-ce qu'ils sont encore capables de dégager les mêmes bénéfices que dans le passé? Je vais également regarder leur niveau d'endettement, etc. Je pense que c'est la base en tant qu'investisseur autonome. En fait, c'est un travail qui est nécessaire si jamais tu décides d'investir dans des entreprises spécifiques. C'est-à-dire que tu achètes des parts, tu achètes des actions individuelles au lieu d'investir dans des FNB. Des FNB qui, eux autres, vont t'exposer automatiquement à un grand nombre de titres. Tout ça pour dire que durant les earnings season, c'est vraiment l'occasion pour les investisseurs et les actionnaires de connaître la vraie picture financière des entreprises cotées en bourse. C'est là que tu as la transparence de voir les états financiers, donc autant le bilan financier, l'état des résultats, l'état des flux de trésorerie, le cash flow. Et au fait, ça te permet de voir les chiffres des 3 derniers mois, mais ça te permet également de connaître le guidance, c'est-à-dire les projections financières de la compagnie pour les trimestres ou l'année à venir. Évidemment, faut pas se fier uniquement sur les résultats du dernier trimestre pour juger de la qualité de son investissement ou pour estimer les perspectives de l'entreprise. On s'entend, là, mon analyse s'étend sur plusieurs trimestres d'affilée. Je vais prendre le temps d'observer qu'est-ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire, puis qu'est-ce qui est arrivé. Est-ce que leur projection financière, on est dedans ou pas pantoute? Est-ce qu'on est au-dessus ou en dessous de leur taux de croissance projeté? Etc. Et ça prend souvent une période de quelques années pour vraiment venir évaluer si c'est un bon move ou pas en termes d'investissement. Pour ma part, la semaine passée, c'était les earnings de Netflix avec des revenus et des bénéfices qui étaient les deux au-dessus des attentes. Mais malgré ça, le prix de l'action il a droppé de 8% le lendemain. Et ça vient du fait que Netflix, premièrement, il anticipe une baisse des revenus. Et deuxièmement, et je pense que c'est le point majeur, il compte retirer le nombre de nouveaux abonnés au niveau des données qui étaient publiques pour les investisseurs. Donc, tant qu'à moi, c'est une baisse, la baisse de 8%, c'est un petit peu démesuré, mais en même temps, je comprends que en tant qu'actionnaire, nous, on veut le plus de transparence possible et là, on vient en fait de nous enlever un indicateur clé pour Netflix. Donc, ça ne veut pas dire que j'ai vendu mes parts, pas du tout. J'étais encore actionnaire de Netflix, c'est une position importante du portefeuille, mais reste que du côté des données financières, c'était très bon. Mais le côté pessimiste des projections financières combiné au fait qu'on enlève le nombre d'abonnés, je pense que c'est ça qui a un peu découragé le marché. Et de mon bord, j'attends aussi de pouvoir consulter les résultats financiers de PayPal et de Dropbox, qui sont mes 2 derniers achats pour le portefeuille de Traders 360. Et les earnings vont être respectivement le 30 avril et le 9 mai. Et il y a aussi les résultats de Starbucks qui vont sortir au début du mois de mai. Donc le prix de l'action qui a connu une baisse depuis quasiment 1 an. Et de mon côté, je reste de l'avis que le marché est trop pessimiste vis-à-vis Starbucks. Moi, autour de 85$, je trouve que c'est un excellent prix, mais c'est pour ça qu'à court, moyen terme, je m'attends à ce qu'il y ait une remontée du titre. Est-ce que ça va être avec le dévoilement de ses prochains résultats financiers?
Je le sais pas, mais quelque part dans le temps, je pense que la croissance de Starbucks et la rentabilité de l'entreprise restent toujours au rendez-vous. Et tout ça pour dire que prochainement, je vais être pas mal occupé à passer au travers d'une coupe d'états financiers. Pour en nommer quelques-uns, il y a Meta demain, il y a Microsoft, Google, Intel et Bristol Myers qui vont être jeudi. Et honnêtement, ça se poursuit de même durant les 2 prochaines semaines. Fait que c'est sûr que de votre côté, quand il y a des mauvais résultats financiers trimestriels ou qu'il y a des compagnies qui affichent des earnings qui sont inférieurs aux attentes du marché ou aux attentes des analystes, ça peut être votre opportunité de soit prendre une position pour un trade, dans le sens pour un swing trading ou une position à court terme du fait que la drop pourrait être exagérée. Encore là, c'est à vous de voir ça. Mais sinon, ça peut être également l'opportunité de devenir un actionnaire à long terme dans l'entreprise. Bref, il faut prévoir beaucoup de volatilité pour les prochaines semaines dû au grand nombre de résultats financiers. Et au final, ça va être les earnings des plus grandes compagnies US, comme par exemple les Big Tech ou présentement les 6-7 magnifiques. Et c'est les earnings de ces grosses compagnies-là qui vont décider la direction du marché à court terme. Donc, c'est tous des résultats financiers à surveiller dans cette semaine et la semaine prochaine. Donc, je vais terminer l'épisode là-dessus. Si vous appréciez le contenu du podcast, je vous invite à laisser un 5 étoiles sur Spotify, à vous abonner, à laisser un review, un commentaire sur Apple Podcasts, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Tout ça me permet de voir que j'ai un impact sur des gens et ça contribue à faire connaître le podcast. Et encore une fois, je vous remercie de votre écoute et on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.